À la une de ce journal, le Premier ministre à Konobougou, où il a ouvert ce matin les portes d'un centre d'accès universel. Il est mis à la disposition de toute la communauté, particulièrement des scolaires. C'est pour leur permettre un meilleur accès aux technologies de l'information et de la communication. En Chine, suite de la visite de travail de la délégation ministérielle, elle s'est rendue dans certaines sociétés intervenant dans les domaines de l'électricité, de la construction de trains et de routes, ainsi que dans la fabrication des téléphones. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Mamadi Koné et Omar Traoré. Le grand reportage de la rédaction porte ce soir sur le commandant de bord Hamidou Léo Keïta. Ce pilote sillonne le monde depuis 1983. Après avoir servi Air Mali et plusieurs autres compagnies aériennes, cet ancien pilote de l'avion présidentiel fait valoir ses droits à la retraite. Nous avons suivi son dernier vol commercial. Moussa Papa Aïdara et Abdoulaye Diarra étaient à bord. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur ORTM 1 en ouverture de ce journal Konobougou où le Premier ministre a procédé ce matin à la remise officielle d'un centre d'accès universel. Il est mis à la disposition de toute la communauté, notamment des scolaires, pour un meilleur accès aux technologies de l'information et de la communication. Le chef du gouvernement souhaite que ces centres soient à l'origine de l'éclosion de nouveaux talents capables de faire émerger notre pays. Le point avec Alouzeni Touré. Mis en place par l'Agence de gestion des fonds universels, les centres d'accès universels seront à l'origine d'une révolution dans le monde scolaire. C'est du moins la conviction du ministre de l'Éducation nationale qui estime que les technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables de nos jours. C'est pourquoi les centres d'accès universels joueront un rôle de premier plan dans l'expansion du numérique dans notre pays. Les technologies de l'information et de la communication, nous le savons tous, sont devenues, en ce tournant particulièrement excitant et exaltant de la marche du monde, une réalité dont nul ne peut se passer, quel que soit son pays et son secteur d'activité. C'est un enjeu majeur dont le gouvernement malien, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est conscient. En effet, ces technologies figurent au nombre des chantiers du président de la transition, chef de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication aux élèves de l'enseignement fondamental et du secondaire. Les centres d'accès universels ne sont que le résultat d'une politique gouvernementale visant à promouvoir les talents au niveau de nos scolaires et en particulier dans le domaine du numérique. Déjà, nos jeunes apprenants se font remarquer dans les compétitions internationales. Ces centres d'accès universels vont contribuer à réduire substantiellement le fossé numérique entre les villes et les campagnes. Le président de la transition a instruit au gouvernement de veiller à ce que tous les actes que nous posons soient des actes directement orientés vers le règlement, la résolution des problèmes concrets des populations. L'AGFO donc a été instruit, comme par le concours des circonstances, je suis devenu Premier ministre et président du conseil d'administration, d'orienter ses actions et ses fonds dans ce sens. Apporter le téléphone, les communications Internet, en un mot le TIC, aux citoyens les plus démunis et qui n'en ont pas les moyens. Et ils ont trouvé cette formule, me semble intéressante, d'aller dans les écoles, où vous avez toute la société, mettre un centre où les enfants peuvent aller se former, en attendant que notre centre d'intelligence artificielle et de robotique, qui vient d'être, dont la première pierre va d'être posée par le président de la transition, puisse vraiment prendre le relais dans beaucoup de domaines. Il m'a été dit qu'ils ont fait 40 centres comme ça, dont 10 par région. Je voudrais donc les encourager à aller plus fort encore, parce que les technologies de l'information et de la communication
C'est l'avenir. On l'appelle même la 4e révolution industrielle. Et les Maliens ont du talent. Dans les jours à venir, le Premier ministre et non moins président du conseil d'administration de l'AGEFO remettra plusieurs autres centres pour le bonheur des populations bénéficiaires. D'autres aspects de cette inauguration à suivre demain avec Tamsir Diabaté. Cap sur la Chine où la délégation de haut niveau conduite par le chef de la diplomatie malienne poursuit sa visite de travail. Elle s'est rendue dans certaines sociétés intervenant dans les domaines de l'électricité, de la construction de trains et de routes, ainsi que dans la fabrication des téléphones. Les échanges entre les ministres et les responsables de ces sociétés ont permis d'aboutir à des perspectives de coopération. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Beijing, Mamadi Kone, Oumar Traoré. La délégation de haut niveau en immersion dans 3 grandes sociétés chinoises de pointe. Power China est la première structure à être visitée par la délégation. Créée le 29 septembre 2011, elle est spécialisée dans la production d'énergie hydraulique, solaire et photovoltaïque. À travers Sino Hydro, elle a réalisé les barrages de Fellou et de Guina au Mali, ainsi que le terminal de l'aéroport international de Bamako-Seno. Power China s'est dit disposé à accompagner la transition énergétique au Mali. Donc, il s'est agi d'avoir une bonne présentation de la société qui est la première société au monde en matière de technologie d'énergie. Donc nous avons proposé la vision du Mali, la vision de la transition de son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui est de faire du Mali un pays émergent et compte tenu de tous les problèmes d'énergie également au niveau des ménages aujourd'hui. Donc il était important pour nous lors de ce déplacement en Chine ici de venir rencontrer cette société qui a marqué un grand intérêt pour la réalisation de beaucoup de projets structurants au Mali. Ils ont déjà fait une grande étude prospective sur les capacités du Mali. Ils ont rappelé que les 2 fleuves qui traversent le Mali ont un potentiel de production hydroélectrique au Mali de plus de 1150 MW et qui peut être réalisé sous forme de 42 barrages, sans compter les capacités photovoltaïques. Donc ils ont estimé que nous pourrons poursuivre les discussions dans les semaines à venir. Après Power China, la délégation s'est rendue au siège de China Railway Group Limited, CREC. Cette société intervient dans la construction des trains, des tramways, des TGV et des routes. COVEC, qui fait partie du groupe, a réalisé au Mali plusieurs infrastructures. Nous sommes en discussion avec cette entreprise pour la construction de la route qui part du parc national Koulouba jusqu'à Kati et aussi une autre route qui va de Kati à Samé, 2 fois 2 voies. Donc nous sommes en discussion très avancée tant sur le plan technique que financier. Les discussions sont conclues en ce moment pour pouvoir procéder à la signature des différents accords. Et en plus de cette question de la route qui va renforcer nos capacités en infrastructure au niveau de la capitale, nous avons aussi échangé sur la possibilité de pouvoir construire une unité d'affinage d'or. Cette question a été aussi discutée avec la banque avec Exim Bank qui a marqué un intérêt. Et nous voyons aussi la possibilité d'impliquer COVEC dans le cadre des consultations qui se feront pour la construction de cette unité. Et nous allons à l'avenir aussi voir en fonction de toutes les possibilités qui ont été présentées à notre pays, voir aussi tous les projets de construction d'infrastructures de chemins de fer sur lesquels nous pourrons discuter avec cette entreprise qui a beaucoup de capacités techniques pour la réalisation de projets dont notre pays a besoin. À la société Huawei, les visiteurs du jour ont été émerveillés par les solutions qu'elle propose dans le domaine de l'électricité, de l'éducation et de la santé. La société est aussi connue dans la fabrication des téléphones, smartphones, ordinateurs et autres. Elle est au Mali depuis 2007 et emploie 1500 personnes, dont 80% des Maliens. Sa vision pour le Mali, un Mali souverain et digitalisé. Retenons de cette visite, c'est que plusieurs solutions
nous ont été proposés ici. Donc c'est à nous, une fois rentrés à Bamako, de voir dans quelle mesure nous pouvons capitaliser toutes les promesses qui ont été faites ici. Si vous avez vu, quand on sait qu'actuellement avec les problèmes d'énergie, il y a une solution qui a été proposée par rapport à l'énergie, donc qu'on peut développer, que ce soit dans les familles ou au niveau des entreprises, avec des onduleurs intelligents qui nous permettent quand même de gérer ces problèmes d'énergie. Réception et échange de cadeaux ont meublé ces différentes visites. À Dubaï, les ministres de l'Environnement de plus de 100 pays alertent le monde entier sur la crise climatique. Ils lancent un appel à une synergie d'action pour sauver la planète au plus vite. Le Mali a mis l'accent sur la nécessité de financer des projets d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Salimata Daou et Idrissa Traoré sont nos envoyés spéciaux à Dubaï. La conférence des parties sur le climat est une occasion pour les acteurs environnementaux de trouver des opportunités de financement. Ainsi, ils négocient des rendez-vous avec les institutions et organisations financières pour leur présenter des projets et solliciter leur accompagnement. Le Mali a eu des rencontres, des négociations avec le FEM, Fonds mondial de l'environnement, et l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'objectif de cette rencontre, c'était en tout cas de s'informer des projets qui sont déjà en cours par rapport au projet sécurité climatique qui intervient au centre du Mali. Donc nous voulons en tout cas élargir ce projet au-delà du centre du Mali. Et de voir aussi avec le FEM et comment mobiliser des ressources financières pour d'autres acteurs tels que le secteur privé, la société civile. L'UNICEF est présent à la COP28 avec de nombreux jeunes. En collaboration avec le ministère en charge de la promotion de la femme et de l'enfant, le partenaire initie un cadre d'échange. Les jeunes sont déjà engagés pour défendre leur cause parce que les jeunes sont le plus qui subissent les effets de ces changements climatiques-là. Donc cette rencontre, c'était une occasion également de lancer un appel d'urgence à l'ensemble des acteurs pour une prise de mesures et d'actes concrets envers le Sahel, plus précisément le Mali. 2 jeunes femmes, déléguées nationales du Mali, ont participé au dialogue de haut niveau de la conférence des femmes et enfants d'Afrique, AfriWalk, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. De Dubaï, partons à New York où se tient la 22e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. À l'issue de la session, 6 nouveaux juges seront élus. Le Mali y est représenté par le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Boubacar Sidiki Diarra, s'exprime au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Le gouvernement du Mali, soucieux de lutter efficacement contre l'impunité, a renforcé son cadre juridique et institutionnel de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, d'une part par l'incorporation dans le code pénal des crimes qui relèvent du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et d'autre part par l'institutionnalisation d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, exerçant sa compétence à l'égard des crimes spécifiés ci-dessus. Mesdames et messieurs, il importe de souligner que le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ouvre systématiquement une enquête en cas d'allégation de violation des droits de l'homme. C'est ainsi que le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a engagé des procédures judiciaires relativement aux allégations de violation des droits de l'homme pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont internalisés dans notre ordonnancement juridique et prévus et punis par les articles 29 et 31 du Code pénal. Ces procédures suivent leur cours et les magistrats instructeurs chargés de ces dossiers sont désignés en tant que de besoin. Toutes ces actions s'inscrivent dans la mise en œuvre effective des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Mali rappelle que la mission de la CPI est sacro-sainte et la haute juridiction doit constituer un rempart contre la criminalité
et les atrocités humaines, mais non être une juridiction à connotation politique au service des nations les plus développées, voire les plus puissantes. Le secrétaire général du ministère en charge de la justice qui s'exprimait donc à New York à la 22e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Fidel Diarra, ambassadeur du Mali avec résidence à Malabo, a présenté ses lettres de créance au président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. À l'audience solennelle, l'ambassadeur du Mali a transmis les salutations du colonel Assimi Goïta, président de la transition, à son homologue de Sao Tomé et Principe. En réponse, le président Carlos Manuel Villanova a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer ses relations d'amitié et de coopération avec le Mali. Par la même occasion, il a déclaré qu'il suit avec attention la situation au Mali qui interpelle les dirigeants africains à la cohésion face aux tentatives de division. La capitale burkinabé accueille la 13e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, présidée par le Premier ministre burkinabé. L'édition 2023 est placée sous le thème « Liberté de la presse et droit d'accès à l'information en temps de crise ». Plus de 500 personnes, dont une délégation malienne, prennent part à la rencontre. Réaction de 2 participants maliens, Hassan Baba Djambélé, le DG de l'ORTM, et Brima Touré, le DG de la MAP. Ils sont au micro de nos confrères de la DIRPA. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant très important de la vie de notre nation, de nos différentes nations. Et étant membre de cette alliance des États du Sahel et étant dans un pays du Sahel, vivant toutes les réalités que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous, en tant qu'hommes des médias, en tant que communicateurs, en tant que journalistes, vraiment de repenser notre façon de communiquer. Je crois que c'est la question fondamentale qui a été posée ici à Ouagadougou. Il est important aujourd'hui d'accompagner nos États dans une guerre qu'on appelle guerre de la communication. Si vous voyez tout ce que nous avons vécu avant, toutes ces informations qu'on était avant en train de relayer, sans le savoir, des bonnes ou des mauvaises informations, on a compris aujourd'hui qu'il était important pour nous de nous donner nous-mêmes la vraie lecture des événements que nous vivons. Et c'est ce que nous avons compris au niveau de l'ORTM. Nous avons changé vraiment de façon de faire, de façon de communiquer avec l'appui de nos autorités, puisque nous sommes dans une guerre farouche contre le terrorisme. Eh bien, nous sommes en collaboration avec le service de communication de l'armée pour donner la vraie information. Parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il était important de permettre à nos populations de comprendre ce qui se passe. Et sans cette collaboration, il est difficile pour les journalistes d'aller sur le terrain, de rapporter les faits et de traiter l'information. C'est ce qu'on dit aux journalistes. Tout ce que vous dites doit être vrai. Mais tout ce qui est vrai n'est pas bon à dire. Si une information doit mettre le feu à la case de votre maman, vous devez réfléchir à 2 fois avant de la donner. Et nous sommes des citoyens avant d'être des journalistes. Nous avons une organisation commune qui est appelée le groupement des éditeurs de la presse publique en Afrique de l'Ouest, qui était en léthargie. Nous avons décidé de la redynamiser. L'idée, c'est de mutualiser nos moyens, de coordonner nos activités, aussi bien dans les éléments de langage que dans l'information. Aujourd'hui, l'information doit être donnée de façon à ce que les intérêts de nos États soient préservés. Voilà, c'est à ça que nous allons nous atteler dans les mois à venir. Et cet après-midi, la délégation malienne a assisté à l'inauguration de la 3e chaîne de télévision du Burkina Faso. Et justement, ce rendez-vous à ne pas manquer ce soir dans nos programmes à 21h15. L'ORTM vous propose un magazine spécial sur la création et les futures grandes actions de l'AES, Alliance des États du Sahel. C'est un document exclusif de 15 minutes. Suivons un extrait. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, même défi avec un destin commun dans un contexte géopolitique régional et international complexe et tendu. Pour y faire face, les 3 pays décident de mutualiser leurs efforts. Ainsi, le 16 septembre 2023, ils créent l'AES,
Alliance des États du Sahel, avec la signature de la charte du Liptako Gourma par les présidents capitaine Ibrahim Traoré du Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tchani du Niger. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires. Rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. L'AES, une vision, un objectif commun, un magazine spécial à ne pas manquer ce soir sur nos antennes. C'est à 21h15. Fin aujourd'hui de l'atelier sur la 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Nous y reviendrons demain. En attendant, voyons les panels qui ont marqué la rencontre. Parmi les sujets débattus, la lutte contre la corruption et la défense nationale. Boubacar Bablé-Touré. Au programme de la dernière journée des ateliers consacrés à la 4e République, on enregistre 2 thématiques. Le premier panel porte sur la lutte contre la corruption. Un combat enclenché, selon les panélistes, par les autorités de la transition à travers des réformes politiques et institutionnelles pour lutter contre la délinquance financière. Ces réformes sont de désordre. Et il s'agit dans un premier temps de réformes juridiques et dans un second temps de réformes institutionnelles. Sur le plan juridique, sous la transition, il y a véritablement 3 textes importants qui ont connu des modifications. Il s'agit de la loi portant statut de la magistrature, de la loi portant code de procédure pénale, ainsi que de la loi portant organisation judiciaire. Dans un second temps, nous avons évoqué les réformes institutionnelles qui ont été opérées. Sur ce plan, il y a l'agence de recouvrement des biens saisis qui naturellement verra les jours dans les jours à venir, deuxième institution. Mais à côté de tout cela, il y a des chambres spécialisées qui ont été créées. Le mal est très profond. Il y a la société, la corruption qui s'est enracinée dans le mœurs maintenant, si on peut dire ainsi. Et pour en sortir, il faut des mesures vigoureuses. Le second panel de la journée aborde la question de la défense nationale. Mission réservée pas aux seuls militaires, mais à tous les citoyens. Le militaire est issu de la population civile et le militaire retournera à la population civile. Et la population civile aussi doit son existence à la population militaire qui se bat pour protéger sa vie contre les agressions intérieures et extérieures. Donc je pense que chacun a vraiment un rôle important à jouer et l'un et l'autre se complètent aussi. Nous sommes là pour eux, pour les soutenir. Comme ils l'ont si bien dit, il faut que les Maliens s'investissent. Qu'ils s'investissent énormément pour déclarer toutes les défaillances qui se traînent dans la rue. Tous ceux qui voient, qui savent que c'est anodin, qui n'est pas normal, il faut qu'ils le signalent. L'occasion était opportune pour la centaine de participants de poser des questions et d'être édifiés sur la lutte contre la corruption et la défense nationale. Des thématiques en lien étroit avec les fondements du Mali croix tant souhaités par les Maliens. Autres sujets qui ont attiré l'attention, le panel portant sur la gouvernance politique, institutionnelle et électorale et celui portant sur la gouvernance administrative et territoriale. Des débats suivis par Youssouf Diakité. Les 2 thématiques, gouvernance politique, institutionnelle et électorale et le panel en rapport avec la gouvernance administrative et territoriale ont particulièrement retenu l'attention des participants. Les panélistes se sont surtout penchés sur les nouveautés dans la nouvelle constitution. Les participants disent avoir compris le contenu qui est en phase avec nos réalités. La situation commence à évoluer de façon positive. Personne ne peut faire ce qu'il veut désormais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imposer au peuple malien. On ne peut pas faire donc ce qu'on veut. Mais finalement, la loi elle-même se règle
à travers tout ce qui se passe au niveau de la Constitution pour permettre de protéger aujourd'hui le peuple malien. Les petites difficultés que nous avons, c'est l'aspect justice. Et maintenant, dans le débat, on va parler aussi de la justice. C'est-à-dire pour que la justice prenne en compte les préoccupations de la population. Et tout citoyen malien âgé au moins de 18 ans peut être mobilisé par le président de la République pour défendre la patrie en cas de danger. Pour que désormais, notre système de gouvernance soit basé non seulement sur le principe de la redevabilité, mais aussi de la responsabilité. Au dire du panéliste, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale est un maillon incontournable de la gouvernance globale. Le président a un pouvoir plus ou moins discrétionnaire pour prendre un certain nombre de décisions. En revanche, ce à quoi on assiste, c'est aussi, et c'est le retour du bâton, c'est qu'il est susceptible de destitution. Et ensuite, lorsque vous allez au niveau de l'Assemblée, il y a 2 chambres désormais, c'est-à-dire un Parlement qui est composé d'une Assemblée nationale et une deuxième chambre qu'on appelle la Chambre haute. Cette deuxième chambre, elle est élue au suffrage universel indirect pour parti et pour l'autre partie, c'est des sénateurs qui seront nommés. Pour mémoire, l'atelier regroupe les différentes entités du pays, partis politiques, syndicats, organisations de la société civile et représentants du gouvernement. L'atelier sur la 4e République qui a pris fin donc cet après-midi à Bamako. Nous y reviendrons demain dans nos différentes éditions. Et cette phase de Bamako sera suivie par des ateliers qui se tiendront également à l'intérieur du pays. Fin du Forum international sur la prévention routière. La rencontre de 2 jours s'est penchée sur le renforcement des capacités au plan national et au niveau local. Il a été question aussi de l'élaboration de programmes complets intégrés d'éducation et de formation visant à améliorer les comportements des usagers de la route. Les détails avec Mamadou Fané. La problématique de la sécurité routière passée au crible par les participants à ce forum international sur la prévention routière, un forum qui a formulé plusieurs recommandations. Mettre en place des infrastructures routières tenant compte des besoins de mobilité de tous les usagers. Proposer une offre de transport de masse adaptée aux besoins des usagers. Affirmer le rôle leader des agences de sécurité routière en matière de coordination des interventions des différentes parties prenantes en matière de sécurité routière. Mettre en place un système robuste de riposte post-accident. Envisager un audit de sécurité lors des travaux routiers afin de réduire autant que faire se peut la gêne sur la mobilité des usagers. La lutte contre l'insécurité routière est un travail de longue haleine. Les participants à ce forum appellent à une synergie d'action pour lutter efficacement contre les conséquences de l'insécurité routière. Les thèmes qui ont été abordés en atelier et en plénière reflètent les préoccupations majeures auxquelles nos pays sont confrontés. Les communications présentées par les experts de renommée internationale ont été attentivement suivies et ont nourri les débats qui se sont déroulés dans un climat empreint de sincérité, de franchise et de courtoisie. Plusieurs distinctions ont été remises aux personnes qui se sont fortement impliquées dans la réussite de ce forum. Le ministre a salué la contribution des experts venus des pays amis. Le président de la transition fait parler son cœur en 5e région. Son conseiller spécial en charge des œuvres sociales vient de remettre des vivres et non-vivres aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur. Objectif, soutenir les bénéficiaires pour atténuer leurs souffrances. Aminata Touré. Cette remise de vivres et non-vivres composée de 10 tonnes de mil, 10 tonnes de riz, 100 bidons d'huile, 100 kits scolaires aux veuves, orphelins militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur entre dans le cadre des activités des œuvres sociales du président de la transition. Elle témoigne l'engagement du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à vouloir œuvrer pour le bien-être des veuves et orphelins de nos militaires qui ont donné leur vie dans l'exécution de leur mission, à savoir la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Ce élan de solidarité, de patriotisme mérite d'être reconnu à sa juste valeur
et à encourager par nos actes de tous les jours. Les autorités administratives, communales et les bénéficiaires ont tous salué ce geste combien important du président de la transition. Cette donation est une habitude. Nous ne pouvons que remercier le président de la transition et son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour les veuves et orphelins. Leur transmettre un message d'espoir et d'encouragement. Leur dire que leurs maris ne sont pas tombés, leurs pères ne sont pas tombés pour rien. Que le Mali survivra, c'est transmettre ce message d'espoir et d'encouragement aux veuves et orphelins. C'est selon les besoins des localités. Les œuvres sociales partiront partout. Le président l'a dit, il ne partira sans aucun Malien. La cérémonie s'est déroulée à la base de l'armée de l'air. On en vient au grand reportage de la rédaction. Ce soir, nous sommes sur les traces du commandant de bord Hamidou Léo Keïta. Un pilote qui a sillonné le monde entier ou questionne le monde entier depuis 1983. Cet homme maîtrise parfaitement les coins et recoins du ciel pour avoir servi Air Mali et plusieurs autres compagnies aériennes. Ancien pilote de l'avion présidentiel, il a fait valoir ses droits à la retraite après 40 ans de service. Pour son dernier vol commercial, nous l'avons suivi pour immortaliser ces derniers moments aux commandes de la grande machine de Sky Mali. Un vol Bamako-Kai-Bamako avec à bord nos reporters Moussa Papaïdara et Abdoulaye Diarra. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Ici, tu as 110. Difficile de lui faire changer sa routine, même en ce jour si particulier. Très méticuleux dans le travail et très intransigeant par rapport à l'heure. Nous sommes en retard en Chekna. On devrait décoller normalement à 9h. Lui, c'est Hamidou Léo Keïta, pilote de profession, 65 ans, instructeur et examinateur pour le compte de l'ANAC Mali. Bref, un fin connaisseur des rouages de l'aviation civile. Sa priorité, la sécurité des passagers d'abord et l'événement du jour vient en second plan. Pour son dernier vol commercial, cela ne semble pas troubler sa stature qui présente une sérénité absolue. Bon, vol commercial, c'est un vol avec des passagers. Et donc, vol privé, c'est un vol, par exemple, de plaisance au niveau de l'aéroclub ou bien ailleurs. Ce n'est pas avec des passagers qui payent des billets. Tout est prêt, car dans de pareilles situations, aucun détail n'est à négliger. Direction la région de Kai, à bord du Boeing 737 de Sky Mali. Voyage que nous n'allons pas suivre à travers le hublot, mais exceptionnellement dans le cockpit. Le commandant de bord Keïta domine le ciel depuis 1983 à travers la compagnie Air Mali, suivra ensuite une vingtaine d'autres compagnies comme Sky Mali. Il est aussi pilote de l'avion présidentiel depuis le régime du président Moussa Traoré. J'ai eu la chance qu'on ait donné donc des bourses dans le domaine de formation, dans le domaine du pilotage en Yougoslavie. Et après la formation de base, il faut une formation de qualification de type pour pouvoir voler sur un type. Et ça, j'ai eu la chance de la faire d'abord aux États-Unis, puis tout petit. Vous devez savoir, les autres garçons, à un certain âge, ils font des petites voitures en fil de fer et tout. Moi, c'était des avions. Serein, concentré sur sa trajectoire, il a le secret de percer les nuages. Le parcours de ce sexagénaire inspire plus d'un. Il comptabilise plus de 16 000 heures de vols commerciaux. Chose qui ne lui fait pas oublier ces moments magiques dans les airs. Quand nous avons effectué le premier vol de Cam Mali sur Paris-Orly, ça quand même c'était quelque chose de très bon parce que depuis l'ancienne Air Mali, il n'y avait pas eu de compagnie malienne en fait qui ait effectué ce genre de parcours. Et là le premier vol, c'était même avec un avion d'Air Burkina parce que nous étions dans le groupe Célestaire. Il y avait Air Ouganda, Air Burkina et Cam Mali. Et on est parti chercher l'avion à Ouaga et on a décollé d'ici, je pense, vers 1h du matin. Léo aime bien voler,
mais garde bien les pieds sur terre. Les zones de turbulence, il les connaît par cœur au point que les passagers l'admirent. En récapitulatif, la vie de pilote semble loin d'être un fleuve tranquille. Quand il est dans son vol, ce que j'ai apprécié, c'est son professionnalisme, son calme, sa lucidité, sa capacité de prendre les décisions, qui est aussi un critère bien pour les commandants de bord. C'est ce que j'ai vraiment remarqué. Je ne peux que lui souhaiter une bonne continuation dans la vie, avec la santé. Beaucoup de bonheur. C'est vraiment un moment d'émotion. Parce que si tu parviens à faire vraiment une si bonne carrière jusqu'à ta retraite, vraiment c'est quelque chose qu'il y a à remercier, quoi. Au fond de la cabine, l'émotion se lisait plutôt sur le visage de l'épouse du commandant de bord Keïta, qui l'accompagne depuis 10 ans comme hôtesse de l'air. Elles sont déjà un vide. On vole ensemble, on a volé à Mauritania et je l'ai suivi aussi. Et là, quand tu vas à la tête de me laisser derrière lui, ça me fait vraiment... Souvent, je me trompe de son nom. Au lieu d'appeler d'autres commandants, je vais dire commandant Keïta. C'est ça qui va vraiment me manquer. Au bout de 40 minutes de vol, premier atterrissage à l'aéroport d'Agdag de Caille. Chaleureuse poignée de main avec les passagers, chose qui va lui manquer. Un instant d'émotion qu'il ne laisse surtout pas apparaître. Pas de temps à perdre, il fait le tour de son appareil pour s'assurer qu'il peut voler dans les minutes qui suivent, sans encombre. C'est une inspection qu'on doit faire chaque fois avant le vol, parce qu'on peut avoir une partie qui peut se détacher ou bien qui peut s'abîmer. Le réembarquement est immédiat. De nouveaux passagers sont accueillis à bord et c'est reparti pour 40 autres minutes de vol pour regagner Bamako. C'est à 12h10 exactement que l'appareil Sky Mali s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international Président Modibo Keïta, sous les applaudissements nourris des passagers. Au même moment à l'extérieur, c'est le water salute effectué par l'ASECNA qui magnifie la fin des vols commerciaux pour Léo Keïta. Un moment empreint de reconnaissance dans l'aviation pour ses nombreux d'années de vol sans incident. Le géant sort du poste de pilotage, désormais son billet d'embarquement pour la retraite en main. Au sol, un accueil chaleureux réservé au capitaine Keïta. Rendu par la compagnie Sky Mali, ses anciens collègues d'Air Mali et autres collaborateurs. 40 ans de carrière dévouée au ciel, cela est salué à juste titre. Capitaine Hamidou Léo Keïta a insufflé à son équipe la passion de la rigueur et l'excellence opérationnelle. Et c'est grâce à son leadership que nous pouvons aujourd'hui nous enorgueillir d'une réputation que jour après jour nous voulons construire en matière de sécurité. Capitaine, nous n'avons jamais osé vous le dire en face, mais nous vous avons affectueusement surnommé Poutine. Ce surnom en référence à votre charisme et l'aura puissant que vous dégagez naturellement. J'ai appelé Hamidou, je lui ai dit, pour le Mali et pour ce que nous sommes, on ne peut pas se faire insulter par un étranger. Fais-moi ce vol, malgré qu'il était en jour de repos, il a dit, DG, je fais. Il a laissé tout, il est venu faire le vol. Le panorama du cockpit du vol commercial, que ne verra plus Hamidou Léo Keïta, l'amène à donner un conseil aux jeunes pilotes et dire son seul regret. Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu l'occasion quand même d'effectuer certains vols internationaux avec la compagnie Sky Mali. Clap de fin pour le commandant de bord Hamidou Léo Keïta sur les vols commerciaux. Il retrouve presque enfin une vie normale sur terre qu'en altitude, avec moins de zones de turbulence puisqu'il continuera dans le privé. Mais s'il doit prendre encore un vol commercial, sa place sera ici comme tous les autres passagers. Merci beaucoup Moussa Papa Aïdara pour ce très beau reportage. On va juste souhaiter une santé de fer et une très longue vie au commandant Keïta. La suite de cette édition avec la 82e session ordinaire du conseil d'administration de la Banque malienne de développement. Les administrateurs adoptent le budget de l'exercice 2024
Ils se sont penchés aussi sur la mise en œuvre des recommandations des missions de vérification de la commission bancaire de l'UEMOA. Le point avec Foussini Tunkara. La BDMSA se porte bien, une assertion soutenue devant les administrateurs par le premier intervenant à l'ouverture de cette 92e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution bancaire. Je me réjouis de la poursuite normale des activités de notre établissement malgré un contexte mondial et national très difficile. Un parcours des documents financiers qui nous sont soumis corrobore la résilience de l'institution et sa bonne santé financière, de même que l'évolution appréciable des activités dans toutes les entités du groupe BDMSA. C'est avec ces résultats probants en tête que les administrateurs de la BDMSA ont entamé les travaux de cette session. Ils ont mis l'accent sur 3 points essentiels. La mise en œuvre des recommandations des missions de vérification de la commission bancaire de l'UEMOA, l'adoption des projets de budget de l'exercice 2024 et l'examen du plan stratégique pour les années à venir. On est sorti de cette session très réconforté. Nous avons partagé nos ambitions avec le conseil d'administration et nous avons, demandé au conseil de nous donner les moyens. Et donc, c'est l'occasion, encore une fois, pour moi, de demander à l'ensemble des collaborateurs de la BDMSA et des autres entités du groupe de se mobiliser davantage afin que nous puissions réaliser vraiment ces ambitions. Ces ambitions sont déjà définies et adoptées par le Conseil. C'est, la construction du nouveau siège pour le nouveau siège du groupe bancaire. Nous envisageons aussi de transformer demain des succursales en filiales. Et également, le Conseil d'administration nous a autorisé aussi à scruter d'autres horizons afin que la banque puisse, grandir davantage. Autre détail de cette journée de concertation, le Conseil a pris bonne note de l'évolution satisfaisante des activités au niveau des 3 autres filiales de la banque dans l'espace UEMOA, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Recherche et innovation, quel type de partenariat public-privé, thème de la 2e édition du petit déjeuner professionnel initié par le Conseil national du patronat du Mali. Invité de ce numéro, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Bokari Koulibaly, pour le commentaire. Café littéraire entre opérateurs économiques et acteurs politiques. Les enjeux et attentes dans le cadre du renforcement des liens publics-privés, c'est l'objectif de la rencontre. Au centre des échanges, le système éducatif, une initiative du Conseil national du patronat malien. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège et l'honneur d'accueillir le ministre de l'Enseignement supérieur, avec lequel nous avons discuté de certaines problématiques, telles que les filières de formation de nos jeunes, qui ne sont pas en adéquation avec les emplois que nos entreprises créent. Nous avons discuté de la problématique de la recherche, surtout de la recherche expérimentale. Deuxième du genre, cette tribune d'échange et de partage d'idées est une véritable source d'inspiration qui se veut être un catalyseur de dialogue permanent entre le Conseil national du patronat malien et les décideurs politiques. Nous avions annoncé la nécessité de la mise en place d'un cadre formel de concertation entre les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et les secteurs privés. Donc je pense que c'est une réponse, n'est-ce pas, à cette annonce qui avait été faite. Et dans les jours à venir, les semaines à venir, nous allons travailler ensemble pour concrétiser, n'est-ce pas, cette idée des dialogues permanents entre la recherche scientifique et l'innovation technologique et les secteurs privés. De ces petits déjeuners professionnels a été annoncée la création d'une fondation par le ministère de l'Enseignement supérieur. Fondation qui sera pilotée par les secteurs publics et privés et dont la mission consistera à financer les recherches fondamentales et expérimentales. 300 millions de francs CFA, coût de réalisation du centre d'accueil et d'hébergement d'urgence de la Fondation ERA. La pose de la première pierre de cet établissement a eu lieu hier à Kati-Sanamfara. Ce centre permettra aux femmes victimes de violences de bénéficier d'un hébergement temporaire de 3 mois. Batraouri. Pose de la première pierre du centre d'accueil et d'hébergement d'urgence de la Fondation ERA, un geste symbolique qui intervient à quelques jours de la fin des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre.
L'établissement sera construit à l'entrée des quartiers Sanamfara, à quelques encablures du rond-point giratoire. Sa réalisation constituera un grand espoir dans la protection et l'assistance aux femmes et filles victimes des violences basées sur le genre. En cas de difficulté, les victimes auront droit à 3 mois d'assistance au sein de l'établissement. Le centre d'accueil et d'hébergement d'urgence sera bâti sur une superficie de 800 m². Il comprendra 3 blocs, 3 bâtiments de niveau R+2 avec des chambres pour recevoir les femmes victimes de violences qui en feront la demande. Il a une capacité d'accueil de 40 chambres simples et exécutives, 2 salles de formation, une salle d'apprentissage pour enfants, un espace d'apprentissage pour la culture agricole et bio, une administration composée de 5 bureaux et de 2 salles de réunion. Les coûts de construction sont estimés à environ 300 millions de francs CFA. Premier du genre au Mali, l'idée du centre d'accueil et d'hébergement d'urgence de la Fondation ERA est unanimement saluée. Des jeunes aux femmes leaders en passant par la société civile et le département en charge de la jeunesse, tous adhèrent au projet qui permettra d'offrir un emploi à 50 personnes. Les femmes, c'est nos mamans, c'est nos sœurs. On doit les encadrer, on doit les encourager. Cette initiative est salutaire et le ministre accompagne toutes les idées relatives à l'épanouissement de la femme malienne. La Fondation ERA est une organisation d'aide à la femme dont les axes majeurs sont l'assistance juridique et judiciaire, la scolarisation des enfants, l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes. Le soldat de la Renaissance, Assimi Goïta, intitulé du livre de l'auteur Moussa Baba Cissé, l'ouvrage composé de 6 chapitres, a été lancé hier à Bamako, une cérémonie de dédicace organisée par le collectif pour la défense des militaires. Ibrahim Kaoukounate et Abou Kone pour le reportage. Ce livre intitulé « Le soldat de la Renaissance » retrace le parcours du colonel Assimi Goïta, un patriote et un homme d'action. Quel Malien n'avait pas dénoncé l'insécurité grandissante et la corruption d'une bonne partie de l'élite nationale? Quel Malien n'a jamais formulé le vœu de voir le Mali s'émanciper, s'unifier, se libérer du joug colonial et de la dépendance sécuritaire? Quel Malien n'avait pas Kidal comme une sorte d'arête à la gorge? Quel Malien ne s'était pas posé la question: qui pour sauver ce pays? À quand la fin des crises à répétition? Le colonel Assimi Goïta et ses compagnons, comme par prophétie et par miracle, au prix de leur vie, sont venus pour restaurer la dignité et l'honneur du peuple malien tout entier. L'auteur retrace le parcours atypique du soldat patriote devenu homme d'État par la force du destin. Le colonel Assimi Goïta, avec courage et abnégation, aura répondu à l'appel du devoir pour relever une nation délitée et affaiblie. Une mobilisation réussie qui dénote l'engagement citoyen du collectif pour la défense des militaires. Le soldat de la Renaissance, colonel Assimi Goïta, est le symbole de l'unité nationale et la reconquête de l'intégrité territoriale concrétisée par nos FAMA à travers la reprise de Kidal le 14 novembre 2023. À travers cette dédicace, le peuple dans sa diversité reconnaît la bravoure du soldat de la reconnaissance Assimi Goïta et ses compagnons. Du militaire assermenté pour défendre et protéger sa nation, c'est cela que Moussa Baba Cissé a su traduire avec brio et talent dans son livre Colonel Assimi Goïta, le soldat de la Renaissance, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Félicitations, mon frère. Alors, je vais remercier ceux-là qui m'ont donné l'occasion, des remerciements très appuyés, d'être parrain de cette cérémonie qui entre dans l'histoire de notre pays parce que lance le livre qui parle d'un homme qui est rentré définitivement et à jamais et dans l'histoire du Mali, dans l'histoire de l'Afrique et même dans l'histoire du monde entier. Il s'agit d'Assimi Goïta.
Véritable chef-d'œuvre, ce livre intitulé « Colonel Assimi Goïta, soldat de la Renaissance » est désormais disponible. Échange des partis politiques sur les contours de la loi portant élection des parlementaires au Mali, initiative du comité de plaidoyer et de suivi des réformes. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs politiques du pays. Le reportage est signé Mamadou Fane. La prochaine loi organique relative à l'élection des députés et sénateurs suscite l'intérêt de la classe politique. Un comité d'experts mis en place par le comité de plaidoyer et de suivi des réformes souhaite apporter sa contribution à la bonne compréhension de cette loi. Les espaces que vous créez et que l'Observatoire essaie de créer également de son côté contribuent à cette réflexion collective qui est indispensable pour parvenir à adopter des textes qui nous conviennent et dans lesquels personne ne se sentira serré, dans la pratique desquels personne ne se sentira floppé. Cette rencontre est donc l'occasion pour les partis politiques de renforcer leur vision sur les questions liées aux élections. L'institution des principes d'un regroupement des partis politiques ayant pour but de faciliter les échanges interpartis politiques sur toutes les questions ayant une importance pour la nation en vue de proposer des pistes de solutions viables. Aussi, l'élaboration d'une note de proposition dans le cadre de la loi organique prévue par la Constitution de juillet 2023. C'est la deuxième rencontre du genre après celle initiée par le comité en octobre dernier. Elle regroupe plusieurs acteurs politiques et la société civile. Le journal des sports, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Traoré. Alors, championnat national de Ligue 1, la 8e journée a démarré cet après-midi avec 3 matchs. Oui, victoire du premier Arsenal Talent Sportif de Koro ATS, 1-0 devant l'AS Black Star de Badalabougou. Les partenaires de Boubacar Amara Malé Diallo sortent provisoirement de la zone rouge avec 8 points. Le COB s'incline 1-0 face à l'USFAS. L'équipe de 11 créateurs de Nyarela bat à feu 3-1. Cette 8e journée se poursuit demain dimanche avec AS Real, Union Sportive de Bougouni, Djoliba AC AS Police, Union Sportive de Bougouba, AS Bakarijan de Barawili et Binga FC ASCO. Le match Union Sportive du cercle de Kita, Stade Malien de Bamako, est reporté à cause du déplacement des Blancs en Afrique du Sud pour jouer en Coupe de la Confédération ce dimanche à 19h face à Sekoukoune United. Parlons de cette formation, de cette session de formation des journalistes de sport organisée par la FEMAFOOT. C'est en partenariat avec la GSM. Oui, comme en 2002, à l'avant-veille de la CAN au Cameroun, la Fédération malienne de football et l'Association des journalistes sportifs du Mali se sont donné la main pour mettre à niveau les hommes et femmes de médias avant la grande messe du football africain. Il s'agit à travers cette session de formation de dispenser plusieurs modules relatifs à la couverture d'une CAN. Ils sont une 50aine à suivre les thèmes développés par le formateur le Sénégalais Aliou Gologo, officier média de la CAF. Cette formation placée sous l'égide de la FEMAFOOT dans le cadre du partenariat avec l'AGSM était présidée par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité. Les travaux prennent fin ce lundi. Merci beaucoup, Siragatou Sissé. Je vous en prie. Rendez-vous demain à partir de 9h sur nos antennes à suivre en direct et toute la journée. L'espace d'interpellation démocratique édition 2023, c'est à partir donc de 9h sur nos antennes et vous l'aurez compris, c'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre fidélité et très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.